le syndicat des employés du soutien scolaire vient d'échouer. Une loi spéciale pour empêcher une grève est sur le point d'être adoptée. Alors, on le voit, monsieur, on le voit pas encore, on va le voir bientôt. Pascal, Luc Boileau, qui est toujours pas en place, mais à 15 h, c'était prévu cette conférence de presse. On veut faire le point sur la COVID. J'imagine qu'il va également parler de cette infection respiratoire là, qui frappe les enfants et qui engorge les urgences pédiatriques également. Oui, c'est pas dans le titre de la conférence de presse et vraiment, c'est surtout sur la situation de la COVID-19 au Québec, mais effectivement, les journalistes sont présents et ils poseront des questions sur tous les sujets relatifs à la santé publique. Donc, forcément, ça inquiète la santé publique. Déjà, Christian Dubé en avait parlé dans son point de presse un peu plus tôt cette semaine. Alors, il va y avoir des questions et possiblement des réponses là-dessus, effectivement. Pour ce qui est du portrait de quelle est la situation pour la COVID au Québec, bien, la santé publique nous dit qu'en ce moment, c'est maîtrisé, mais cependant, il y a de la transmission communautaire dans toutes les régions du Québec. On vous a préparé, Christian, un petit tableau récapitulatif en attendant que le docteur Boileau prenne la parole et il est peut-être mieux placé que moi pour dire ce qui se passe exactement au Québec, mais on a quand même les chiffres du ministère de la Santé. Regardez, 3 792 travailleurs de la santé qui sont absents en raison de la COVID. C'est beaucoup quand même encore. Hein? Oui, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous infectés. Parfois, ils sont en attente de résultats, par exemple, mais quand même, ça a un poids ça, sur la fluidité dans le système de la santé et dans les urgences notamment. Pour ce qui est du nombre de Québécois hospitalisés, il y en a 1944. Alors, c'est presque 2000, ça semble beaucoup, mais là-dedans, il faut savoir qu'il y en a 649 qui sont hospitalisés en raison de la COVID. Les autres, c'est parce qu'ils sont à l'hôpital, ils sont hospitalisés et, ils ont la COVID, mais ils sont hospitalisés pour autre chose que la COVID. Docteur Boileau, certainement, qui va nous parler de la vaccination. Alors, on sait qu'il souhaite que les Québécois se fassent davantage vacciner. Je pense qu'on est en mesure d'aller l'écouter à l'instant. Merci, Pascal. À tout de suite. Le de santé publique, Dr Luc Boileau, fera le point sur l'évolution de la situation actuelle de la COVID-19 au Québec. Pour l'occasion, il sera accompagné du médecin microbiologiste et expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr Jean Lontin, qui se rendra également disponible pour répondre aux questions des représentants des médias. Dr Boileau, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet autre point de presse. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci également à mon collègue, Dr Lontin, que plusieurs connaissent comme un expert qui nous aide beaucoup pour tous les enjeux de maladies infectieuses et qui va pouvoir nous aider à répondre à vos questions aussi. Alors, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas présenté devant vous. La dernière fois, on parlait de la situation de la COVID et de son évolution au Québec. Et entre-temps, la situation a quand même évolué de manière assez positive en ce qui a trait à la COVID, mais d'autres facteurs maintenant doivent être considérés et on va en parler parce qu'il y a d'autres maladies infectieuses, il y a d'autres virus respiratoires qui circulent. Vous en entendez beaucoup parler. Alors, quelques mots en commençant sur la situation de la COVID actuellement. En septembre, on a constaté, on vous le disait, qu'il y avait une hausse de différents indicateurs qu'on suit sur tous des éléments de transmission, puis qui avaient augmenté de façon quand même perceptible, quand même moins que les autres vagues qu'on avait avant, mais c'était là et on le voyait. Les hospitalisations montaient également. Depuis la mi-octobre, donc ça fait pas très longtemps, la situation semble s'être améliorée un peu partout et dans presque tous les groupes d'âge. Mais on dénote quand même, plus récemment, une réaugmentation des cas chez les personnes de plus de 80 ans. Donc, c'est pas disparu, ça circule toujours. Pour ce qui est des travailleurs du réseau de la santé, on avait remarqué une diminution des absences par rapport aux autres vagues qu'on avait eues avant qui étaient beaucoup plus lourdes. Alors, depuis 2 semaines, les hospitalisations même ont tendance à diminuer, puis les projections de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux tendent à montrer que ça pourrait continuer à diminuer. Mais il y a quand même une certaine stabilisation de quelques autres hospitalisations plus sévères. Alors, on est actuellement en train de suivre la situation de près, mais elle n'est pas très inquiétante au moment où on se parle, même si elle n'est pas disparue du tout. On n'est pas revenu à des niveaux d'hospitalisation que nous connaissions bien sûr, dans les années passées, mais entre les vagues, souvent, on ramenait ça à plus près de quelques centaines d'hospitalisations. Là, on reste autour de 2000 ou un peu moins. Et en ce qui a trait, bien sûr, aux variants, il
Il y a beaucoup de monde qui parle de ça. On suit la situation de très, très près. On observe l'arrivée de plusieurs variants et en particulier, bien sûr, on porte une attention toute spéciale sur le BQ1.1 qui a des caractéristiques que d'autres n'ont pas. Alors, il semble être plus contagieux encore, plus contagieux que le BA5 qui était déjà plus contagieux que le BA2 qui était plus contagieux que le BA1 ou le Micron, là, quand on l'a eu, qui était lui plus contagieux que les autres. Donc, vraiment, ceux qu'on a actuellement ou ceux qui se pointent le nez peuvent être très contagieux. Alors, il faut garder vigilance de ce côté-là et s'assurer qu'on est bien protégé. Alors, ce qui nous amène à aborder à nouveau la question de la vaccination. Alors, on doit envisager ça sous l'angle justement de ces nouveaux variants, de cette transmission, de cette présence dans la communauté, mais du fait que ça circule. Et les personnes qui ne sont pas bien vaccinés ou notamment adéquatement vaccinés, donc ceux qui n'ont pas eu de vaccin depuis 5-6 mois, là, depuis le mois de mai-juin, ben c'est sûr qu'ils se mettent plus à risque d'avoir l'infection et de développer une maladie plus grave. Alors, nos estimations sont que la majorité des Québécois ont eu l'infection depuis le mois de janvier dernier. Puis si on calcule les infections qui ont eu lieu avant le mois de janvier, donc avant les Omicron, il y en avait quand même un certain nombre qui l'avaient eu. On a une population qui a été quand même assez confrontée au virus, et en particulier pour les jeunes, hein, les enfants de 5 à 17 ans, c'est la très grande majorité, c'est probablement autour du 90% qui aurait eu l'infection. Quand on est dans des groupes d'adultes là, de 18 à 60 ans, on peut estimer que c'est du 75% et plus, 80-85%, donc beaucoup de monde ont fait l'infection. Mais quand on a plus de 60 ans, on remarque qu'au maximum, il y en a peut-être la moitié qui ont eu l'infection, soit avant ou durant l'année 2022, donc par Omicron et les autres sous-composantes qu'on a vues. Alors, de ce côté, il faut être à nouveau responsable et se dire, bon, on a quand même des gens qui n'ont pas une immunité parfaite ou en tout cas assez solide de ce côté-là, et il faut qu'ils prennent attention, qu'ils aillent chercher d'abord et avant tout leur vaccin. Donc, on invite toutes ces personnes à mettre à jour leur vaccination contre la COVID et particulièrement les personnes, bien sûr, qui sont plus à risque, les plus âgées, immunosupprimées, et surtout les personnes qui n'ont pas encore fait la COVID dans leur histoire des quelques 2-3 dernières années. Ça, vraiment, ces personnes-là devraient s'assurer toujours d'avoir une vaccination à jour, c'est-à-dire quand ça fait 5 mois, là, d'aller chercher une vaccination pour ne pas dépasser le range, en tout cas l'espace d'à peu près 5-6 mois, là, c'est ce qu'on recommande. Alors, à l'heure actuelle, au-delà de ça, il faut aussi revoir la façon dont on approche la gestion en ce qui concerne la COVID-19, parce que comme on l'a mentionné, c'est pas le seul virus qui circule, il y en a d'autres. En effet, depuis la levée des mesures qu'on a faites progressivement au cours du printemps ou jusqu'à la fin du printemps, il y a d'autres infections respiratoires qui ont recommencé à se répandre. Et puis on le constate depuis maintenant plusieurs semaines, il y a une forte circulation de certains virus respiratoires. Ça se répercute dans nos centres hospitaliers, puis bien sûr dans nos salles d'urgence, vous êtes capable de voir ça. En plus, on n'est pas encore dans la saison de la grippe, donc la saison grippale. On a quelques pourcentages, des tout petits, là, mais on n'est pas en saison grippale. Mais on s'attend à ce qu'elle débute bientôt, puis certainement, en fait, c'est très probable pour nous qu'elle va débuter avant Noël. Donc, il y a quelque chose de plus qui va s'ajouter aussi dans le paysage. Et c'est le cas quand on regarde dans des provinces limitrophes ou dans des États limitrophes autour de nous. Donc, ce serait étonnant que ça ne vienne pas nous toucher ici au Québec, évidemment. Alors, ce portrait nous amène à adopter une nouvelle approche pour préserver la santé de tous au maximum, puis limiter les effets sur le système hospitalier et le système de santé. On propose maintenant une approche plus intégrée de lutte aux maladies respiratoires infectieuses. En fait, c'est une approche de gros bon sens. Ça inclut, bien sûr, on vient de le dire, la vaccination contre la COVID, mais aussi, on en a parlé il y a quelques instants, il y a d'autres maladies qui circulent, donc une vaccination contre la grippe pour les personnes qui sont ciblées, une vaccination contre le pneumocoque aussi, qui sont déjà des programmes bien établis au Québec.
Alors, si je reviens sur la nouvelle approche, la nouvelle vision de lutte contre les maladies infectieuses, ça modifie nos recommandations aux personnes qui sont malades. On a tout étudié ça. On a regardé tous les paramètres connus et bien documentés pour nous des infections, de la prévalence de l'infection jusqu'à maintenant, de son incidence surtout actuelle, de l'arrivée des autres virus. Et on a regardé ça en détail. Et on vous propose donc une nouvelle approche là, que vous direz, là, j'imagine comme nous, j'espère en tout cas, que c'est du gros bon sens. Alors, c'est assez évident. Là. La première des choses, d'abord, c'est si on ne se sent pas apte à faire nos activités comme on est habitué là, des faire, si on est malade, là, si on fait de la fièvre, on n'est pas bien, on est courbaturé, on ne se sent pas bien, ben on va pas travailler, on sort pas de son domicile, on reste chez soi, puis on s'occupe de soi, puis on traverse cette période-là de maladie. C'est pas tout le monde qui font ça, là, mais quand on est malade comme ça, puis qu'on fait de la fièvre, etc., on va pas à l'école, là, on se promène pas, on sort pas, on reste chez soi parce qu'on est malade. Alors, l'isolement, là, c'est dans cette période-là. Quand on est malade, on reste chez soi, puis ça peut durer quelques jours, ça peut être rapide, bien sûr, mais c'est pas juste la COVID, là, c'est toutes les maladies là, qui nous rendent comme ça, on s'isole à la maison. Par la suite, ça évolue normalement. Bien sûr, il y en a que ça évolue moins bien, puis qui consultent dans les hôpitaux, puis des fois, ça évolue vraiment pas bien, et on le sait, donc on veut prévenir ça, mais on veut prévenir ça pour les autres. Alors, par la suite, quand on se sent un peu mieux, bien, on peut commencer à vaquer à nos activités, en autant qu'on ne revienne pas à la normale, on vaque à nos activités, mais on a des symptômes. Et tant qu'on a des symptômes comme ça, on porte un masque. Donc, on n'a pas à sortir de chez soi en disant « Moi, je vais mieux, puis j'ai le nez qui coule un peu, je tousse, mais je me sens pas trop pire. » Non, non. On porte un masque jusqu'à temps que ces symptômes soient disparus. Et ça peut durer plusieurs jours et ça peut durer encore longtemps des fois, mais mettons que ça peut durer plusieurs jours, une dizaine de jours, et on porte un masque à ce moment-là pour pouvoir protéger les autres, parce que c'est important de ne pas transmettre ces maladies-là aux autres qui nous entourent. Et le masque, de ce côté-là, a une certaine efficacité. Vous le savez, on en a parlé plusieurs fois. Alors, peu importe le symptôme qu'on a, on garde aussi nos distances avec les autres, autant que possible. Bien sûr, on est masqué, on l'a entendu, et on privilégie les activités à distance, et en particulier, si c'est possible, le télétravail, ça va de soi. Et puis, on avise aussi, si on a fréquenté d'autres personnes, qu'on a traversé cette période-là récemment, on a un masque, puis on leur dit qu'on peut être contagieux pour quand même avoir la politesse de le dire, puis de faire en sorte qu'on soit responsable aussi de ce qui se passe pour les autres. Alors, bien sûr, finalement, on recommande de limiter les contacts avec les personnes qui sont plus vulnérables. Hein, on ne va pas voir nos personnes âgées, on ne va pas voir les personnes qui sont immunosupprimées, on ne va pas voir les dames qui sont enceintes, on ne va pas exposer d'autres personnes à ces infections-là qu'on a pendant une période de 10 jours. Là. Ça dure souvent 10 jours. La période de contagion, vous le savez, la COVID, ça va durer 10 jours. D'autres, ça peut être un peu moins, mais on ne prend pas de chance. On limite nos contacts avec ces personnes-là pendant 10 jours. Puis on rappelle que ces personnes-là sont plus à risque d'avoir des complications si elles attrapent une infection respiratoire, puis pas juste la COVID, là. S'ils attrapent une autre infection, une grippe, une influenza, ils ont des risques d'être plus malades, alors il faut savoir les protéger. Alors, on a une responsabilité collective, bien sûr, des protégés, de poser des gestes simples, comme limiter le risque de les contaminer, mais aussi de protéger notre système de santé, puis les services d'urgence, qui traversent actuellement une période plus critique, comme on le voit clairement. Alors, les personnes vulnérables, celles qui sont plus âgées, on vient d'en parler, qui ont des problèmes de santé, les personnes qui ont toutes ces caractéristiques dont on vient de parler, sont aussi responsables de limiter le risque d'être infectés. Alors, à ces personnes-là, on vient de les nommer, là, à ces personnes-là, on ne saurait trop insister sur l'importance de porter le masque dans des endroits publics. On était dans une période qui était différente là, il y a quelques mois. On avait surtout la COVID qui nous intéressait, puis on voyait que ça montait ou ça baissait. Là, il y en a beaucoup de virus qui circulent.
Alors, c'est le bon moment de reprendre les habitudes pour ces personnes à risque de porter le masque dans des endroits publics, aller dans les salles de spectacle, au cinéma, tout ça, on porte le masque. Alors, cette recommandation prend tout son sens parce que les virus circulent beaucoup dans nos communautés. Alors, il s'agit d'une responsabilité individuelle. Il en va de votre santé. En suivant ces quelques recommandations, qui ne sont pas si contraignantes, nous croyons que nous pourrions limiter l'impact de la circulation de ces virus dans nos communautés, protéger les plus vulnérables, diminuer la pression sur le système de santé et sur son personnel. Alors, on vous remercie pour votre écoute, puis on sera disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dr. Boileau. Donc, on va débuter la période de questions dans la salle pour les journalistes en présence. Avancez vos micros, donnez votre nom et votre média et, s'il vous plaît, une question et une sous-question. Il y a beaucoup de journalistes. Merci. Oui, première question. Oui, bonjour. Isabelle Portard du journal Le Devoir. J'aurais voulu savoir en quoi est-ce que vous préconisez se distingue de l'approche syndromique dont parlait la directrice de la santé publique de Montréal récemment. Bien, la seule différence, c'est qu'on ne veut pas utiliser un mot trop technocratique, mais c'est exactement ça. C'est l'approche syndromique, c'est ce dont on vient vous parler. C'est une approche c'est ça qu'on a construit. C'est une approche qui n'est pas nouvelle. D'autres juridictions ont emboîté le pas. D'autres nous attendent un peu pour avancer là-dessus. On a des discussions avec d'autres provinces, mais pour nous, c'est ça l'approche syndromique. Si vous avez un syndrome grippal qui est pas, on peut pas savoir là, tout de suite c'est quel virus que ça. Bien sûr, les gens ont toujours accès aux tests pour la COVID. Ils peuvent se tester. Et on reviendra s'il y a des questions sur les tests de COVID pour suggérer à des gens de vraiment se tester. Mais c'est pas juste la COVID, là. C'est l'ensemble des symptômes qui sont en lien avec ce type d'infection-là, qui peut être COVID, qui peut être influenza, qui peut être d'autres types de virus. Il y en a plusieurs autres qui peuvent donner ça. Alors, c'est pour ça qu'on ne veut pas y aller juste sur une maladie, mais plutôt sur l'ensemble des virus qui peuvent occasionner ce type de maladie et d'avoir une approche qui ne vise pas juste à vivre avec le virus, mais vivre avec les virus. Une autre question, c'est pas nécessairement facile pour les gens de savoir exactement, en fait, c'est à peu près impossible de savoir quel type de virus on a exactement. Même des fois, savoir si on a un rhume ou une grippe, c'est pas si clair que ça. Est-ce que ça veut dire qu'au moindre rhume, au moindre symptôme, on devrait appliquer ces règles-là? Ou, enfin, on peut faire des nuances là, à ce sujet-là? Dr. Lontin. Ouais. Bien, en fait, c'est exactement l'idée derrière l'approche syndromique. Si on a un symptôme, on porte un masque, peu importe le virus. Dans certains cas, le virus, la grippe, la toux, le nez qui coule peuvent durer 2-3 jours. Puis après, ben, écoutez, c'est terminé. Mais pendant la période où c'est qu'on est vraiment très contagieux, qu'on a beaucoup de symptômes, qu'on excrète beaucoup de virus, peu importe la raison, on porte un masque. Et, très important, quand c'est terminé, de quand même garder une période d'une dizaine de jours avant de retourner voir des personnes vulnérables. Parce que même quand les symptômes ont disparu, on peut encore être contagieux, peu importe le virus. Et pour ces personnes-là, on essaie vraiment de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas les contaminer. Merci. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, Simon Bourassa, Nouveau. Est-ce que les mesures mises en place contre la COVID-19 dans les dernières années ont rendu la population plus vulnérable au niveau immunitaire à ces infections-là qui circulent présentement? Peut-être Dr. Lontin. En fait, la question est excessivement pertinente. On observe en ce moment un certain rattrapage, surtout dans la population pédiatrique. Vous l'avez vu, le VRS, le virus respiratoire syncytial, normalement, c'est un virus que la plupart des enfants attrapent avant l'âge de 2 ans. À 5 ans, pas mal tout le monde le fait. Bien, pendant les 2-3 dernières années, le virus n'a presque pas circulé. Les écoles, les garderies, il y avait beaucoup de contraintes. Et actuellement, il y a plusieurs cohortes d'enfants qui l'attrapent en même temps. Puis, bon, quand on fait le VRS, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire, c'est on le fait. Puis on espère que ce ne soit pas trop sévère, mais on voit l'impact que ça a dans les hôpitaux comme Sainte-Justine, où ça crée une forte pression sur le système. On a d'autres virus aussi qui ont moins circulé pendant la période, mais qui ne sont pas nécessairement associés à des groupes d'âge, le métapneumovirus, l'adénovirus. Et on voit aussi une activité très importante pour eux. En fait, le seul virus qu'on voit une activité moindre en ce moment, ce sont les frères de la COVID, les coronavirus communs, parce qu'il y a 4 autres coronavirus qui sont bénins. Et eux, actuellement, ont une activité très, très faible. Probablement que le fait que la COVID ait circulé, nos anticorps sont très, très actifs pour le combattre.
Merci. Peut-être, Dr. Boileau, concernant la vaccination contre la grippe. Historiquement, on a l'impression que c'est les personnes âgées, les personnes plus vulnérables qui allaient se faire vacciner contre la grippe. Est-ce que, là, de ce que je comprends bien, vous recommandez à tout le monde d'aller chercher un vaccin contre la grippe dès que ce sera le temps? Non, on reste avec le même programme qu'on a, là, c'est-à-dire les personnes qui sont plus âgées, celles qui souffrent d'une maladie chronique. On reste de ce côté-là. Puis on l'offre, vous savez, actuellement, les personnes qui veulent bénéficier de la vaccination contre la grippe, bien, elle est très disponible, cette vaccination, dans les centres de vaccination, dans les pharmacies. C'est vraiment, on a rendu ça très disponible et les gens connaissent là, le programme. Et c'est accessible pour tous, bien sûr, mais là où on l'offre gratuitement, c'est pour les clientèles que je viens de vous cibler. Merci. Prochaine question. Bonjour, messieurs. Louis Lacroix de Cogeco Nouvelles. Je suis juste caché derrière. Oui, en arrière, on ne voit pas trop, là, mais... Bien, justement, sur le vaccin contre la grippe, est-ce que vous avez songé à faire, par exemple, des campagnes de vaccination qui pourraient être communes avec la COVID, par exemple, pour que les gens qui veulent avoir les 2 vaccins, et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une contre-indication à faire ça, là? D'avoir les 2 vaccins, par exemple, en même temps, de dire, bien, je vais aller me faire vacciner mon rappel pour la COVID, puis en même temps, je pourrais avoir aussi le vaccin contre la grippe. Oui, bien, votre question est très bonne, puis ça me permet de vous beaucoup, dire... c'est ce que je pense aussi. Oui, mais ça me permet de vous dire que c'est exactement ce qu'on fait. Fait que ça, on a l'air encore plus fin, là, j'espère, mais c'est exactement ce qu'on fait. Dans nos centres de vaccination, on offre la vaccination contre la COVID. Vous savez, on a maintenant des bivalents qui sont disponibles et on offre le vaccin contre la grippe pour les personnes qui veulent l'avoir ou qui sont ciblées par le programme. Et on peut le recevoir en même temps. Il n'y a pas de contre-indication du tout, donc on l'offre en même temps. On a 2 bras, alors ça nous permet de faire ça. Je vous répète, il n'y a pas de contre-indication, ça va très bien. Plusieurs en bénéficient et c'est tant mieux. Vous avez parlé du nouveau variant, là, le BQ1.1. Il faudrait essayer de trouver des noms plus faciles. Oui, mais c'est pas nous autres qui les inventons. Non, je comprends. Ouais. Est-ce que le vaccin actuel, même le bivalent, est-ce qu'il protège contre ce variant-là? Ou encore, est-ce qu'il pourrait amener justement une résurgence, si on veut, de la pandémie? Oui. En fait, la question est excessivement pertinente. On les voit, les nouveaux variants actuellement qui apparaissent, le BQ.1.1, XBB et autres noms très, très exotiques, ont tous la même particularité, une espèce d'évolution qui va dans le même sens. Puis c'est une pression de sélection. Comme on est très vacciné, comme on a fait la maladie, mais les virus qui réussissent à se faufiler à travers sont des virus qui sont capables de contourner un peu nos protections immunitaires. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que autant l'infection antérieure que la vaccination, même avec le vaccin actuel, protège encore contre les maladies graves. Donc, on ne voit pas de hausse de sévérité. Même dans les pays où ça circule plus, on voit des maladies qui sont moins sévères parce qu'il y a beaucoup de réinfections dans ces endroits-là. Donc, des personnes qui l'ont fait une première fois, souvent déjà vaccinées, et quand ils font le nouveau variant, il a été capable de contourner pour nous faire une infection, mais pas assez pour nous rendre malades au point d'aller à l'hôpital ou aux soins intensifs dans la même mesure qu'on avait antérieurement. Merci. Prochain micro. Oui, bonjour, Véronique Prince à Radio-Canada. Vous avez parlé de l'isolement, si on a des symptômes et tout ça. J'aimerais que vous m'éclairiez sur quelque chose parce que je ne sais pas si je suis à jour là-dessus. Là. Est-ce que les employés de la santé, je sais que ce n'est pas votre département, mais les urgences, on en a beaucoup parlé dans les derniers jours, de la nécessité d'avoir des employés sur place. Est-ce que les employés de la santé doivent encore s'isoler ou ils peuvent travailler malades avec un masque et en prenant des précautions si leurs symptômes ne sont pas trop intenses à ce moment-ci? Ouais. Bien, c'est pas mal nous autres, avec nos collègues du ministère qui étudions ça. Les gens qui souffrent d'une COVID, on en a bien sûr, on en a eu beaucoup. Là. On a des employés qui l'immense majorité là, sont vaccinés, vous le savez, et qui peuvent quand même développer une COVID. Et à ce moment-là, bien, on juge s'ils sont aptes à... C'est-à-dire, eux sont capables de nous dire s'ils sont aptes à revenir travailler. Si on a des circonstances qui exigent qu'on les ramène au travail, on peut les ramener au travail. On le fait à l'occasion, bien sûr, pour un certain nombre, parce qu'on a des difficultés là, actuellement dans le système de soins, puis il faut s'assurer d'avoir tout le personnel pour répondre à tous ces besoins qui sont là. Vous le savez à quel point c'est important. Donc, on a des mécanismes qui nous permettent de ramener des gens. Bien sûr, ils reviennent, ils sont masqués sur un N95. On ne les met pas sur des unités où est-ce que les gens sont très, très vulnérables. Donc, on est capable de travailler avec tout ça. Puis oui, on le fait.
justement, puisqu'on a besoin des employés de la santé, est-ce que les nouveaux employés, c'est encore nécessaire qu'ils aient une vaccination obligatoire contre la COVID? Ça, c'est une question à laquelle on a réfléchi récemment parce qu'on voulait aussi regarder comment ces exigences-là sont devenues pertinentes. Puis, on est ailleurs maintenant. On n'est plus là où nous étions il y a un an. On n'est pas dans le même monde de la COVID. Il y a eu beaucoup de monde infecté. On l'a mentionné tantôt. C'est maintenant des Omicrons avec des variants. Donc, on est ailleurs et nous, on a recommandé au gouvernement de permettre à nouveau à des employés qui ne sont pas vaccinés d'être engagés dans le système de santé. C'est une façon de revenir à une dimension plus correspondante à ce qu'on avait avant, mais aussi à encourager les personnes à bénéficier de la vaccination. On ne dit pas que c'est plus nécessaire, on dit juste que c'est plus obligatoire, mais c'est certainement une bonne chose. Alors, on encourage les gens à se faire vacciner. On va les amener à avoir ça d'un côté sans doute bien informé, mais nous recommandons au gouvernement de permettre aux gens qui ne sont pas vaccinés de pouvoir être employés dans le système de santé. Est-ce que je pourrais demander une dernière précision? Pour faire suite à la question de mon collègue Louis, dans les centres de vaccination, vous dites que vous offrez aussi le vaccin contre l'influenza. Oui. Mais c'est pour certaines catégories de personnes. Oui. Pour les autres, en bonne santé, le vaccin est payant. Et ce qu'on dit aux gens, c'est... Bien, faites-vous vacciner contre la COVID ici, mais prenez rendez-vous dans une pharmacie, par exemple, parce que vous allez devoir payer. Pourquoi, pour des raisons d'efficacité, à ce moment-là, on ne pourrait pas faire payer les gens sur place ou à l'avance sur le site de Clic Santé, puis permettre à la population en général de recevoir les deux en même temps? J'imagine que ceux qui sont chargés de ça ont dû étudier ça comme il faut. Puis, si c'est comme ça que c'est en ce moment, ils ont dû regarder ça. Mais votre question invite à une réflexion, là, à regarder si c'est possible. On va le regarder. Mais pour l'instant, le plus important pour nous, c'est de l'offrir aux personnes qui en ont besoin, qui sont ciblées dans le programme. C'est ces personnes-là qu'on vise pour être protégées contre l'influenza, parce que c'est celles-là qui sont à risque de développer une maladie plus grave, puis de revenir malade à l'hôpital ou même d'en mourir. Ce n'est pas des maladies simples et non-nounes. C'est quelque chose qui peut induire beaucoup de problèmes. Donc, c'est pour ça que nous ciblons surtout ces personnes-là. Merci. Merci. Prochaine question. José Lagagnière, TVA. Concernant l'obligation, justement, sur la vaccination, c'est-à-dire de s'isoler lorsque on a la COVID-19, le 5 jours, est-ce que pour monsieur et madame tout le monde, est-ce qu'on peut dire, entre guillemets, c'est encore une obligation? Ou... Bien, c'est plutôt, on a changé ça, là. On n'a plus l'obligation du 5 jours. On a la forte recommandation, l'obligation morale de s'isoler si on est malade, là. Si vous êtes malade, là, vous faites une grippe, vous faites une COVID, vous faites une maladie respiratoire qui vous rend pas bien, vous restez à la maison. Quand vous vous sentez mieux, puis que vous pouvez vaquer à vos activités, il y en a, c'est plus vite que d'autres, on le sait. Il y en a, c'est même très rapide. Vous portez un masque tout le long que vous avez des symptômes. Mais bien sûr, les gens ont toujours accès aux tests de dépistage. Et s'ils se dépistent et qu'ils voient qu'ils sont COVID, pour ceux en particulier qui n'ont jamais fait la COVID et qui ont fait la COVID, ou d'autres qui l'ont déjà fait puis qui font une réinfection, bien, ils le savent qu'ils sont contagieux pendant 10 jours. Alors, il faut qu'ils portent le masque pendant 10 jours. C'est une touche là, sur laquelle on n'a pas insisté tantôt, mais idéalement, les gens devraient se poser la question, est-ce que je fais une COVID, bénéficier d'un test, s'ils sont disponibles. Mais si on n'en a pas, bien, on n'a pas. Faire un test là, au début des journées, là, peut-être pas la première journée, souvent il peut être négatif même, donc attendre 3-4 jours, un test, j'ai la COVID, je garde mon masque 10 jours, je peux être contagieux 10 jours. Et ça, il faut garder ça à l'esprit. Même chose pour la grippe? La grippe, on n'a pas ce type de test à domicile qu'on peut faire. Non. La grippe, mais le 10 jours? En fait, la grippe, ça va être contagieux moins longtemps. C'est une maladie qui, lorsqu'elle se présente, ne va pas garder une contagiosité longtemps. Par contre, les gens peuvent avoir des symptômes. Donc, c'est pas de savoir, j'ai-tu fait une grippe, j'ai-tu fait un métapneumovirus, j'ai-tu fait un... C'est pas... Là, le rendu là, c'est... Vous avez des symptômes, vous portez un masque, puis vous protégez les autres. Puis vous n'allez pas voir les gens plus vulnérables, les grands-parents, les ci, les ça, vos amis qui sont plus âgés. Vous ne faites pas ça pendant les 10 jours d'une période infectieuse qui dure. Des fois, ça va être un petit peu moins, des fois, ça va être un petit peu plus. Mais 10 jours, là, vous protégez les autres. Parfait, merci. Prochaine question.
Oui, Dr Boileau, Jean-François Racine, Journal Le Québec. Un petit mot sur les écoles. Là, on voit le nombre d'élèves qui sont absents à cause de la COVID est en baisse, donc ça s'améliore. Parallèlement à ça, vous l'avez dit, il y a plus de virus respiratoires et le nombre d'élèves absents à cause de d'autres choses qui sont pas liées à la pandémie. Donc, vous l'interprétez comment, cette situation-là, dans les écoles actuellement? Bien, d'abord, si on regarde pour la COVID, vous l'avez mentionné, c'est quelque chose comme... C'est même pas 1%, c'est même pas la moitié. En fait, c'est 0,22% les dernières données qu'on a. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on connaissait avant. Pourquoi? Parce que les enfants l'ont beaucoup fait, la COVID. Ils l'ont fait durant toute l'année. En fait, pas tout le temps, là, mais plusieurs se sont infectés. Puis on est rendu, on le mentionnait, Dr Lontaine nous le rappelait, à quelque chose comme autour de 90% ou même plus là, chez les enfants d'âge scolaire. Donc, c'est d'autres infections qu'il y a. Et c'est pour ça l'approche privilégiée, c'est de dire, vous avez une infection, vous n'êtes pas bien, là, les enfants ne sont pas bien, vous restez à la maison. Les parents, ils savent, là, intuitivement, ils voient bien s'il est capable de retourner à l'école ou non. Quand il peut retourner à l'école, on porte un masque. On porte un masque tout le long qu'on a des symptômes. Des fois, chez les enfants, ça dure plus que 2 jours. Hein? Fait qu'on porte des masques, là, puis s'il faut que ça dure 10 jours, ça dure 10 jours. Voilà. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour. D'abord, Fanny Lévesque, La Presse. D'abord, une précision là, sur ce que vous avez répondu à mon collègue de TVA. Est-ce que je comprends que quand on a la COVID, l'isolement de 5 jours qui était, en tout cas, obligatoire ou fortement recommandé, là, ça n'existe plus, ça, là, ou... Bien, c'est parce que si vous êtes malade 5 jours de temps, là, vous êtes non, mais bloqué, là, quand on avait la COVID, c'était 5 jours isolés. Oui, non, c'est ça. Ça a changé, là. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, là. Ah. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Donc, si on a la COVID, puis j'ai pas vraiment de symptômes, après 2 jours, je peux retourner travailler avec un masque. Avec un masque, mais vous ne faites pas exprès de retourner travailler... puis vous n'êtes pas proche des autres, puis vous faites attention, là, parce que vous êtes contagieuse pendant, vous vous laissez dire, 10 jours. Fait que, donc, vous restez prudente pendant cette période-là. Vous n'allez pas voir vous êtes jeune, vous, mais vos grands-parents, puis vous êtes... Tout ça, là, c'est ce qu'on vient de dire. Mais vous n'avez pas besoin de vous isoler 5 jours. Bon. Merci. Puis, par rapport aux symptômes, là, je ne veux pas aller dans le détail puis que ça soit compliqué, mais... Du moment où on a des symptômes qui ressemblent à une grippe ou un virus respiratoire, par exemple, si on fait seulement tousser, est-ce que c'est mieux de s'isoler aussi ou on parle plutôt de fièvre, courbature? Juste comme donner un ordre d'idée pour la gravité des symptômes. Là. Okay. Bien, en fait, comme on dit, c'est le gros bon sens qui prime ici. Donc, quand on a une forte fièvre, des courbatures, en bon français, quand un troc nous a passé dessus, on reste à la maison, on s'isole à la maison. Quand on va mieux, mais qu'on a encore des symptômes respiratoires, comme par exemple de la toux, le nez qui coule, mal de gorge, à ce moment-là, on continue à porter un masque tant que ces symptômes-là persistent. Si ça persiste au-delà de 10 jours, il y a certaines personnes qui ont de la toux résiduelle, irritative, quasiment de l'asthme. On n'est plus dans une période contagieuse. On garde le masque pendant qu'on a encore des symptômes. L'important ici, c'est vraiment d'instaurer un peu une norme sociale, une politesse. On ne veut pas arriver au restaurant, puis celui qui est là avec nous, finalement, il arrive, mais il y a le nez qui coule. Non. On est rendu là en 2022, tout comme l'alcool au volant est plus acceptable, bien, d'aller dans les endroits non essentiels en ayant des symptômes respiratoires, à mon avis, ce n'est pas plus. Donc oui, ça revient vraiment à ça, une approche du gros bon sens. Sur le site québec.ca, les symptômes, l'aide, il y aura des conseils de bien énumérer, mais à la base, ça reste vraiment au jugement de la personne. Puis, dans le contexte où c'est très difficile dans les urgences, il y a des absences à l'école également, là, on est toujours au stade de recommandation parce que l'urgence sanitaire n'est pas en vigueur. Est-ce que vous sentez que vous manquez de levier pour peut-être donner un tour de vis supplémentaire alors que l'influenza est à nos portes, tout ça? Ou vous êtes encore à l'aise avec des recommandations? C'est sûr que pour l'instant, on est à l'aise avec des recommandations parce que je pense que les gens le voient tous. Il n'y a pas de jeu de mots là, dans le voit tous, là, mais on le voit qu'il y a des infections qui sont là. Les enfants, vous entendez parler des situations dans les hôpitaux, dans les urgences. À Sainte-Justine, Montreal Children, ici à Québec. Donc, il y a quelque chose qui est à peu près connu de tout le monde, puis on pense que les gens vont pouvoir accueillir ça avec gros bon sens, là, puis agir, être prudent pour eux, pour les autres. Tirer avantage de la vaccination, on le dit toujours. Les personnes, on l'a mentionné, qui se sentent à risque, puis qui sont plus âgées, puis c'est vrai qu'ils sont immunosupprimés,
portez donc le masque. Ça commence à être pertinent, là, hein, parce que ça circule, les virus, pas juste la COVID, là, il y en a d'autres. Alors, portez le masque dans les endroits publics. Puis après ça, on verra, on regardera là, comment ça évolue, mais c'est certain que pour l'instant, on n'envisage pas de revenir sur des dispositions obligatoires. On n'est pas les seuls à réfléchir à cela là, au Canada. Vous allez voir d'autres provinces peut-être s'annoncer plus rapidement sur des dispositions de recommandations toujours, parce qu'ils ont des circulations différentes, encore plus que nous. Donc, même pour nous, en ce moment, là, c'est beaucoup, mais ça peut être plus que ça. Puis avec l'arrivée probable de la grippe avant Noël, attendez-vous à ce que ce soit quelque chose d'encore plus important à faire, cette approche de prudence, porter un masque quand on a des symptômes, protéger les autres et se protéger. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, vu que je suis dernière, juste peux-tu avoir un petit heads-up sur la vaccination? Qui, mettons, le pourcentage en ce moment de population qui est adéquatement vaccinée là, de la COVID, c'est quoi? Parce qu'on sent peut-être qu'il y a une perte de vitesse là, au niveau de la vaccination, quatrième, cinquième dose. Bien, en fait, si je peux répondre, le terme d'adéquatement vacciné, évidemment, commence à avoir deux déclinaisons. Ceux qui n'ont jamais fait la COVID, on sait qu'après 5 à 6 mois, l'efficacité du vaccin diminue beaucoup. Et donc, les personnes qui ont été visées par les campagnes de vaccination, comme les personnes plus âgées, ont d'excellents taux de réponse quand même. On parle des fois du 50 de personnes qui ont reçu une dose dans les 5 à 6 derniers mois. Par contre, quand on arrive dans les groupes plus jeunes, bien évidemment, il y a moins de personnes qui sont allées chercher la dose de rappel. Par contre, ceux qui ont déjà fait l'infection et qui ont une vaccination de base, les données commencent à démontrer que l'efficacité se maintient dans le temps beaucoup plus longtemps que le 5 à 6 mois. On parle de 9 mois, peut-être même 1 an. Donc, la dose de rappel, d'avoir une dose à jour dans les 5 à 6 derniers mois est excessivement importante, surtout pour les personnes immunosupprimées et les personnes qui n'ont jamais fait la COVID. Et vous savez, on a calculé, là, qu'il y a à peu près, je vous donne un chiffre, là, à peu près, là, on ne les a pas toutes comptées, là, mais autour de 500 000 personnes qui sont à risque, qui n'ont pas fait l'infection, puis que leur vaccination n'est pas à jour. Ça, là, ça peut vraiment être un problème pour eux autres, puis pour tout le monde, pour le système de santé en particulier. Parce que 500 000 personnes, mettez ça avec des virus qui circulent, puis on vient de vous parler du BQ1.1, là, puis les autres virus qui circulent actuellement, ça peut donner une sauce assez épicée. Donc, ce qu'on recommande à ces personnes-là, c'est d'aller profiter de la vaccination. Puis en même temps, ce sont les mêmes personnes qui tirent avantage de la vaccination pour l'influenza aussi. Alors, parce qu'elle est à nos portes, là, elle va arriver, selon nous. On serait bien, bien chanceux d'éviter une poussée de grippe, là. On serait bien chanceux. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Oui. Juste une précision concernant l'avis qui a été donné au gouvernement pour les travailleurs de la santé là, sur la vaccination. Est-ce que vous savez si le gouvernement l'applique actuellement? Bien, nous, on a formulé notre avis récemment. Et puis, j'imagine qu'il va en prendre acte et puis qu'il va agir en conséquence, là, mais je vais laisser le gouvernement faire ses choix. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? En anglais dans la salle? En virtuel? Ça va? Merci à tout le monde. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Bonne journée. Oui, il y en a en anglais? Allez-y, allez-y. Alors voilà pour cette conférence de presse du directeur national de la santé publique du Québec, Luc Boileau. Si on peut résumer un peu ce que M. Boileau nous a dit, c'est que la COVID, pour l'instant, était quand même relativement sous contrôle sur l'ensemble du territoire québécois, avec ce que l'on observe, des augmentations de cas chez les 80 ans et plus. Et ça, M. Boileau l'a mentionné. Pascal, c'est assez clair que les personnes les plus vulnérables, ceux en haut de 80 ans, faut faire attention. Il y a une nouvelle approche. J'aimerais que vous nous expliquiez, là, que vous résumez cette nouvelle approche que M. Boileau a expliquée, qui est basée, et c'est lui qui le dit, sur le gros bon sens. Oui, qui est basée davantage aussi sur l'isolement, si on veut. Alors, et sur l'analyse de ces volontaires et l'analyse de ces symptômes. Alors, nous, on pensait encore que quand vous avez un test positif à la COVID-19, bien, c'est l'isolement pendant 5 jours à la maison. On voit personne, on ne sort pas de la maison. M. Boileau dit non, il faut davantage évaluer ces symptômes. Alors, ce qui est important, c'est que si on a des symptômes, peu importe que ce soit la COVID ou une autre maladie, un autre virus, on reste à domicile parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on est contagieux. Une fois que les symptômes
s'atténue, on peut sortir, mais dans le cas de la COVID, il faut porter le masque pendant 10 jours. À partir du moment où on a eu les premiers symptômes. Puis pour les autres virus, bien là, il faut garder le masque tant et aussi longtemps qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent malade. Et c'est la nouvelle approche, finalement, qui va prévaloir. Faire attention aussi aux personnes les plus vulnérables. Bon, important, plus besoin de s'isoler pendant 5 jours. C'est quand même une nouvelle importante parce qu'il y en a plusieurs qui continuaient à s'isoler pendant 5 jours. On peut le faire si on a encore des symptômes. Oui. Mais c'est pas obligatoire. C'est ça. Si on se sent mieux après 3 jours, on porte le masque, on peut sortir. Éviter, c'est ça, porter le masque dans les lieux publics, c'est clair. Éviter d'aller voir ses grands-parents, comme M. Boileau l'a dit. Merci beaucoup. Merci, Pascal.